Bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube de la mission Primo pour ce nouveau webinaire organisé en collaboration avec le Centre national de référence de la résistance aux antibiotiques. Le professeur Richard Bonnet est avec nous ce soir. Bonsoir Richard. Bonsoir, bonsoir à tous. Richard, vous êtes professeur des universités et praticien hospitalier au CHU de Clermont-Ferrand, également responsable du Centre national de la résistance aux antibiotiques des entérobactéries à l'exclusion des carbapénémases. Donc, le thème de votre intervention ce soir est la résistance des entérobactéries au C3G en ville et secteur médico-social. Et en attendant que l'audience se connecte, je vous propose une courte présentation de la mission Primo et de ses dernières actualités. Donc, la mission Primo fait partie du REPIAS, le réseau de prévention des infections associées aux soins, qui a été créé par Santé publique France. Primo s'intéresse à la surveillance et la prévention de la résistance aux antibiotiques et des infections associées aux soins en soins de ville et secteur médico-social. Et pour cela, nous nous focalisons sur les espèces bactériennes suivantes: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae et Klebsiella aerogenes, Enterobacter coacae complexe et Staphylococcus aureus. Donc, la participation des laboratoires de biologie médicale qui font partie de la mission Primo ne cesse d'augmenter depuis 2012. En 2020, c'était 1300 laboratoires qui participaient à la mission Primo. Ça représente un peu plus de 30% des laboratoires français. Cette participation a progressé en 2020 par rapport à 2019, malgré la pandémie, puisque plus de 300 laboratoires, plus de 300 nouveaux laboratoires nous apportent désormais leurs antibiogrammes. Donc, ça représente en 2020 plus de 622 000 antibiogrammes. Et la grande majorité, plus de 584 000, sont des antibiogrammes urinaires d'entérobactéries. Donc, sur cette carte, chaque point bleu représente un laboratoire participant à la surveillance Primo. Ces laboratoires sont répartis dans 63 regroupements et les 13 régions métropolitaines, ainsi que la Martinique qui a rejoint la surveillance en 2021 et qui est la première région ultramarine à rejoindre la mission Primo, et on espère que les autres régions ultramarines suivront bientôt. Donc, ce soir, le thème, c'est la résistance au C3G dans les prélèvements urinaires, chez les entérobactéries, pardon, et dans les prélèvements urinaires qui sont les prélèvements les plus importants dans les antibiogrammes de la mission Primo. Deux espèces sont largement devant, c'est Escherichia coli et Klebsiella pneumoniae. Et donc ici, je vous ai présenté sur ces diapos la résistance au céphallosporine de troisième génération, donc chez Escherichia coli à domicile et en EHPAD. Donc chez Escherichia coli, la résistance est de 3,3%. 3,3% des souches sont résistantes au céphallosporine de troisième génération en ville, chez les patients qui vivent en ville. Et les patients chez les résidents d'EHPAD, plus de 10% des souches qui sont résistantes au C3G chez Escherichia coli. On voit que chez Klebsiella pneumoniae, les cartes du dessous, la résistance au C3G est plus importante que chez coli, puisque 8,9% des souches isolées des patients en ville sont résistantes au C3G, et en EHPAD, c'est plus de 20% des souches qui sont résistantes au C3G. Toutes les données de résistance Primo sont disponibles sur le site www.antibioresistance.fr. Vous pouvez les retrouver dans l'onglet Analyse, où les données sont disponibles, utilisables en instantané, en direct, tout au long de l'année. Dès que nous recevons les données des laboratoires de ville, nous les intégrons dans la base de données Primo, et vous pouvez aller consulter cette base de données. Donc, la partie analyse vous permettra de voir les tendances, de faire des graphes, de générer des graphes pour l'espèce bactérienne qui vous intéresse, dans celle que nous suivons, en fonction, par exemple, du sexe du patient, de son mode d'hébergement, ville ou EHPAD, voire des tranches d'âge. Dans l'onglet cartographie, vous pourrez également générer des cartographies, soit sur l'ensemble du réseau, soit régional, pour la résistance à un antibiotique donné, que vous pourrez définir dans un filtre. Et puis, il y a également un onglet rapport, dans lequel vous pourrez trouver l'ensemble des rapports de la mission Primo, notamment le dernier rapport publié par Santé publique France lors de
la semaine mondiale de prévention de l'antibiorésistance, qui a eu lieu entre le 18 et le 25 novembre. Ce rapport synthétise les résistances en bactériennes constatées dans le réseau, en ville et en EHPAD. Et puis, je voulais également vous signaler un article qui a été publié lors de cette même semaine mondiale de la prévention de l'antibiorésistance dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire auquel tous les biologistes qui participent à la mission ont été associés. Voilà, je vous remercie pour votre participation à la surveillance au nom de l'équipe Primo, mais je crois que j'ai déjà beaucoup trop parlé et je vais laisser la parole à Richard Bonnet. Richard. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le thème de la réunion ce soir, c'est la résistance aux entérobactériales, aux céphalosporines de troisième génération. Alors, pourquoi ce thème? Eh bien, tout d'abord parce que les entérobactériales, notamment avec Escherichia coli et Klebsiella pneumoniae, sont des pathogènes communs parmi les plus résistants aux antibiotiques et notamment aux céphalosporines de troisième génération. Et à ce titre-là, elles font partie des bactéries décrites comme critiques par l'OMS pour ce qui concerne la résistance aux antibiotiques. Alors, ces céphalosporines de troisième génération, comme vous le savez, font partie des antibiotiques de la classe des bêta-lactamines, qui est une famille majeure d'antibiotiques qui reste la plus prescrite partout à travers le monde. Elle recouvre une large gamme de molécules, des pénicillines jusqu'au carbapénème, en se passant par les céphalosporines. Et ce succès tient au fait qu'elles sont peu toxiques. Ça fait partie des rares molécules utilisables chez l'enfant ou la femme enceinte sans contre-indication, sont également des antibiotiques qui sont remarquablement efficaces, avec une activité bactéricide, ce qui fait qu'ils peuvent être utilisés aussi bien dans les infections bénignes que dans les infections sévères du patient neutropénique. Et au sein de ces bêta-lactamines, les céphalosporines de troisième génération occupent une place particulière. Elles ont été mises sur le marché au début des années 80 avec le céfotaxime, qui est un produit de la recherche française. Et à l'époque, c'était une révolution parce que c'était le premier traitement antibiotique actif sur toutes les entérobactéries. Elle reste encore parmi les molécules les plus utilisées en secteur hospitalier et c'est un traitement de deuxième ligne, voire de dernier recours en ville. Et cela malgré l'émergence des résistances 3 ans après leur mise sur le marché avec la caractérisation d'enzymes inactivatrices appelées bêta-lactamases à spectre étendu parce qu'elles étaient capables d'hydrolyser non seulement les pénicillines mais également les céphalosporines, dont les céphalosporines de troisième génération. Alors, la prévalence de ces bêta-lactamases à spectre étendu, ou BLSE, dont je vais reparler plus en détail par la suite, a considérablement augmenté ces dernières années pour atteindre des taux supérieurs à 75% dans certaines zones de haute prévalence, notamment en Asie du Sud-Est. Et finalement, tout l'enjeu actuellement en France, c'est de vivre avec ces résistances en essayant de maintenir la prévalence de ces mécanismes de résistance le plus bas possible. Alors, parmi ces BLSE, ces bêta-lactamases à spectre étendu, on peut distinguer 2 grandes catégories. Toutes 2 sont des enzymes inactivatrices qui sont codées par des gènes plasmidiques. Et cette notion de gène plasmidique est absolument centrale parce que c'est ce support génétique qui fait le succès écologique de ces enzymes. Et sinon, au niveau de la nature de ces BLSE, on peut distinguer 2 types de gènes finalement. On a les anciens gènes et les nouveaux gènes, comme vous pouvez le voir ici sur le tableau. Les anciens gènes, mais c'est finalement les premières BLSE qui sont apparues dans les années 80-90, qui étaient en fait des variants, des mutants ponctuels, des pénicillinases TEM1, TEM2, SHV1, qui avaient eu un succès écologique considérable durant les années 70 quand ont émergé les pénicillines. Les nouveaux gènes sont de nature diverse, mais un type de gène est particulièrement prépondérant, c'est les gènes codant les BLSE de type CTXM, qui sont retrouvés partout à travers le monde et qui sont les principales BLSE qu'on rencontre aujourd'hui. Alors que ce soit les nouvelles ou les anciennes, ces enzymes hydrolysent toutes les pénicillines, les céphalosporines de première, deuxième, troisième génération, les C4G aussi, ainsi que l'astréonam. Par contre, elles restent au moins in vitro, sensibles aux bêta-lactamines inhibitrices telles que le clavulanate ou le tazobactam. Elles sont inactives contre les bêta-lactamines alpha-substituées, c'est-à-dire au sein des les céfamycines avec la céfoxytine.
la thémocyline ou les carbapénèmes. Alors, ces BLSE, durant les années 80-90, c'était les variants de type TEM et SHV. Ils étaient principalement observés chez Klebsiella pneumoniae, chez Klebsiella aerogenes, chez les entérobactères cloacae ou encore Serratia mercescens. Enfin, toutes les entérobactéries responsables d'infections nosocomiales. Elles étaient par contre extrêmement rares au sein des entérobactéries associées aux infections communautaires, et la prévalence dans les structures hospitalières variait de quelques pourcents à plus de 50% en fonction des pays, des institutions et du type d'unité de soins présent. Et cette prévalence élevée était due à la diffusion de clones et de plasmides épidémiques responsables d'épidémies nosoconiales qu'on retrouvait plus particulièrement dans les unités de soins intensifs. Elles étaient par contre exceptionnelles dans les infections acquises en ville. Alors, grâce à 3 types de mesures clés, la diffusion de ces BLSE de type TEM et SHV a pu être contrôlée à la fin des années 90, et cela grâce à une utilisation plus rationnelle des antibiotiques, notamment des céphalosporines de 3e génération, des recommandations d'hygiène pour la prise en charge des patients dans les unités de soins et le criblage microbiologique des patients porteurs dans les unités de soins intensifs avec l'isolement des patients positifs. Et ceci a permis de diminuer considérablement la prévalence de ces BLSE de type TEM et SHV, avec notamment ici, par exemple, la diminution de prévalence des Klebsiella pneumoniae BLSE, qui sont passés d'environ 20% à 3% durant les années 90 en France. Cependant, on a déchanté assez rapidement parce qu'on a observé, comme vous le voyez sur la figure de gauche, une augmentation considérable de la résistance au C3G chez colis à partir des années 2000, que vous pouvez voir ici. Et petit à petit, comme vous pouvez voir sur le graphe au centre, la part des Klebsiella pneumoniae au sein des entérobactéries BLSE a décru au profit des Escherichia coli qui sont devenus finalement les principaux réservoirs de ces mécanismes de résistance. Et quand on a regardé les mécanismes de résistance qui étaient présents chez ces colis, on s'était aperçu que ce n'étaient plus les BLSE de type TEM et SHV, mais des BLSE d'un nouveau type, les BLSE de type CTXM, qui sont en fait des gènes qui sont retrouvés de façon naturelle et chromosomique dans des entérobactéries environnementales du genre Cuivera et qui avaient diffusé sur des plasmides capables de diffuser au sein des entérobactéries responsables d'infection. Et secondairement, ces BLSE CTXM plasmidiques ont diffusé chez Klebsiella pneumoniae et les autres entérobactéries responsables d'infections nosocomiales. Et ceci a été observé partout à travers le monde et en moins de 10 ans, ces BLSE de CTXM sont devenus endémiques sur tous les continents avec des prévalences variables comprises entre quelques pourcents dans les zones de basse prévalence à plus de 70% dans les zones de haute prévalence comme en Asie du Sud-Est. Et finalement, on est passé d'une situation où les BLSE étaient finalement restreintes aux unités de soins intensifs à l'hôpital durant les années 80-90 au sein des Klebsiella pneumoniae et des entérobactères, à une situation où ces BLSE sont associés à Escherichia coli, sont sortis des unités de soins intensifs pour atteindre finalement tous les services hospitaliers, notamment les établissements de long séjour, mais également la communauté. Et on est finalement passé d'une problématique qui était essentiellement nosocomiale à une problématique qui est tout autre aujourd'hui, parce que Escherichia coli n'est pas n'importe quelle entérobactérie, c'est un pathogène majeur de l'homme et des animaux, responsable d'infections tout à fait communes comme les infections urinaires, d'infections graves comme les sepsis, mais c'est également un commensal du tube digestif de l'homme et des animaux. Et ce portage, enfin ce réservoir potentiel constitue un risque fécal important et dans tous les pays où on a des problèmes avec la qualité de l'eau, ces Escherichia coli BLSE flambent en termes de prévalence. Alors, comment détecter une BLSE? Alors, la caractéristique première des BLSE,
c'est de conférer une résistance aux céphalosporines de troisième génération. Et là, il y a deux molécules clés, le céfotaxime ou la ceftriaxone, qui se comportent de la même façon, et la ceftazidime. Donc, on a toujours au moins une résistance à l'une ou l'autre de ces molécules ou aux deux. C'est ce qui vous est présenté ici sur des antibiogrammes, où vous voyez ici des BLSE de type TEM et SHV qui sont plutôt des ceftazidimases qui confèrent une résistance plus élevée à la ceftazidime qu'au céfotaxime. Inversement, les BLSE CTXM, qui sont aujourd'hui plus communes, confèrent un plus haut niveau de résistance au céfotaxime qu'à la ceftazidime. Et puis, vous avez une troisième catégorie de BLSE où vous avez finalement une résistance que je qualifierais à bas niveau à la ceftazidime et au céfotaxime avec certaines BLSE de type TMSH. Donc, le point d'appel principal de la présence des BLSE, c'est une résistance à l'une ou l'autre de ces molécules, en sachant que la résistance au céfotaxime va de pair avec une diminution de sensibilité au céfépime et que la diminution de sensibilité à la ceftazidime va de pair avec une diminution à l'astroname. Mais ces résistances-là sont toujours au second plan. Les molécules qui sont généralement touchées, c'est le céfotaxime et ou la ceftazidime. Et ces résistances peuvent être dues à une BLSE ou à une céphalosporinase hyperproduite. Et pour différencier finalement ces deux causes de résistance aux céphalosporines de troisième génération, il y a tout d'abord des éléments d'orientation, puis un test de dépistage spécifique. Alors les tests d'orientation, c'est de regarder la sensibilité aux céfamycines, comme la céfoxytine ici. Donc la présence d'une sensibilité à la céfoxytine va orienter vers une BLSE. Deuxième point d'appel, c'est finalement l'impact des bêta-lactamines inhibitrices, comme le clavulanate, qui va diminuer la résistance aux pénicillines, que ce soit à l'amoxy, au Ticar ou à la pipère. Alors que, donc ça, vous allez l'observer avec une BLSE, alors qu'avec une céphalosporinase hyperproduite, il n'y aura pas de récupération, ne serait-ce même minime, avec ces bêta-lactamines inhibitrices. Alors, donc, tous ces deux éléments sont plutôt des points d'orientation. L'élément qui va vous certifier la présence d'une BLSE, c'est la mise en évidence de deux caractéristiques clés qu'ont les BLSE, c'est d'être à la fois sensible aux bêta-lactamines inhibitrices et d'hydrolyser au moins une céphalosporine de troisième génération. Et ceci peut être mis en évidence en observant en observant une synergie entre ces deux types de molécules. Et ce type de synergie peut être mis en évidence avec différents types de tests. Le premier test, c'est le test de double diffusion qui est ici représenté par ces antibiogrammes, où vous voyez ici des disques qui contiennent du clavulanate à proximité du céfotaxime, ou encore ici, l'amoxicilline plus clavulanate à proximité de la ceftazidime. Et vous pouvez voir ici, vous avez également le céfépime, la C4G, et vous pouvez voir à l'intersection de ces disques une déformation du diamètre d'inhibition avec l'apparition d'une image caractéristique de synergie en bouchon champagne. Alors, ce type de test, qui est le premier test qui a été mis en place pour détecter les BLSE, et parfois de lecture délicate. Comme vous pouvez le voir ici, les images de synergie sont beaucoup moins franches quand le niveau de résistance est plus élevé, et peuvent parfois disparaître, ce qui impose de rapprocher les disques. Comme vous pouvez le voir ici, on a une distance ici des disques de centre de 2 cm, alors qu'ici, elle est de 3 cm. Ici, vous observez une synergie. Ici, elle a disparu. Donc, ce test des doubles disques est extrêmement intéressant. Les gens qui ont l'habitude de le lire, qui voient régulièrement des BLSE, peuvent accéder à un niveau de sensibilité très élevé, mais la lecture est subjective et le résultat dépend du niveau de résistance de la souche et de la distance entre les disques. Donc, il a été décidé de développer d'autres tests qui ne sont pas soumis à ce genre de problématiques. C'est la technique des disques combinés, où on va comparer les diamètres d'inhibition du céfotaxime et de la ceftazidime comparativement à un disque qui contient de la ceftazidime ou du céfotaxime avec du clavulanate. Et quand ce diamètre
d'inhibition en présence de clavulanate augmente d'au moins 5 mm, vous pouvez objectiver à ce moment-là l'effet de synergie et dire qu'il s'agit d'une BLSE. Le troisième type de test, c'est le même type finalement d'approche, mais avec des bandelettes test, où vous avez d'un côté de la bandelette la CMI au céfotaxime à la ceftazidime et de l'autre l'association au clavulanate. Quand la CMI augmente significativement, vous pouvez dire qu'il y a présence d'une BLSE. Ce type de test est par contre parfois de lecture délicate avec des images atypiques qui ne sont pas toujours faciles à interpréter, voire ininterprétables quand le niveau de résistance est tel que vous n'avez pas d'ellipse d'inhibition. Et au total, moi, ce que je vous recommande comme test, c'est ce test des disques combinés en utilisant bien au moins la ceftazidime, le céfotaxime et éventuellement le cefepime pour pouvoir détecter de façon sensible et spécifique toutes ces BLSE. Il n'empêche que quel que soit le test que vous utilisez, il existe des faux négatifs et des faux positifs. Alors, pour ce qui est des faux négatifs, un des principaux cas de figure qu'on rencontre, c'est les BLSE qui sont masqués par la présence d'une céphalosporinase hyperproduite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces deux types de mécanismes sont les deux mécanismes qui touchent les céphalosporines de troisième génération. Les céphalosporinases hyperproduites n'étant pas sensibles aux bêta-lactamines inhibitrices, elles peuvent masquer l'effet du clavulanate. C'est ce qui se passe sur cet antibiogramme avec un entérobactère cloaqué hyperproducteur de céphalosporinase, avec en plus une BLSE-CTXM 15, et vous voyez à peine une toute petite image du synergie qui est parfois même absente ici, malgré le rapprochement des disques à 2 cm. Donc, pour résoudre ce problème-là, une des meilleures approches, c'est de réaliser l'antibiogramme, le test de synergie que vous mettez en œuvre, en présence de cloxacilline, qui est un inhibiteur des céphalosporinases. Ça permettra de révéler plus efficacement les images de synergie, comme vous pouvez le voir ici. L'autre possibilité, c'est de regarder les synergies au niveau du cefepime, car le cefepime est moins affecté par les céphalosporinases hyperproduites, même le plus souvent, en fait, pas affecté du tout par les céphalosporinases hyperproduites. Donc, ça permet de révéler les BLSE à son contact. Le deuxième cas de figure de faux négatif, c'est les BLSE d'expression faible. Alors ici, je vous présente un antibiogramme un peu extrême. C'est le Proteus mirabilis produisant la BLSE TREM3. Vous voyez une résistance à l'amoxicilline, à la ticarcilline, et puis c'est à peu près tout. Et les diamètres sur les bêta-lactamines de troisième génération, céfotaxime, ceftazidime ou astréonam, sont très grands et complètement sensibles. Par contre, si vous faites un test de synergie des doubles disques, en écartant les disques à 4 cm, vous pouvez voir une légère pointe de synergie qui est clairement ici identifiable avec la technique des disques combinés. Alors, le principal problème des BLSE, c'est quand même plutôt les faux positifs. L'immense majorité des souches qu'on reçoit au CNR correspondent à des problématiques vis-à-vis de ces faux positifs au test de détection BLSE. Le premier cas de figure qu'on peut rencontrer, c'est avec Klebsiella oxytocca quand elle hyperproduit son enzyme naturelle oxy. On parle de phénomène hyperoxy. Donc ici, sur cet antibiogramme, vous avez une souche sauvage avec un phénotype pénicillinase, comme on l'attend avec une Klebsiella oxytocca sauvage, une résistance à l'amoxicilline, à la ticarcilline, dans une moindre mesure à la piperacilline, avec un effet de récupération sur l'amoxicilline grâce au clavulanate ici, qui est très franc, et des diamètres de grande taille pour le céfotaxime, la ceftazidime ou encore l'astréonam. Quand cette enzyme est hyperproduite, vous avez une réduction très nette des diamètres d'inhibition à l'astréonam, dans une moindre mesure au céfotaxime et au cefepime, avec l'apparition d'images de synergie qui sont relativement faibles au voisinage de ces disques. Un autre élément, l'association piperacilline-tazobactam est généralement très affectée en termes de sensibilité. Alors donc, un point pour éliminer cette Klebsiella oxytocca de la liste des souches productrices de BLSE, c'est le fait que l'astréonam soit plus touché que les autres molécules. Il n'existe pas de BLSE acquise plasmidique astréonamase.
Donc ça, vous êtes à peu près sûr que ce n'est pas, enfin vous êtes certain que ce n'est pas une BLSE. Un autre élément qui peut vous aider dans la prise de décision, c'est de regarder la sensibilité aux autres familles d'antibiotiques, telles que les aminosides, les quinolones ou les autres antibiotiques ici, pour les souches qui n'ont pas de résistance associée, comme c'est le cas ici, vous pouvez affirmer que c'est une BLSE. Je vous rappelle que les BLSE sont des enzymes plasmidiques. Ces plasmides codent le gène de la BLSE. Et sur sa plasmide sont également codés des mécanismes de résistance pour d'autres familles d'antibiotiques. Et le fait qu'ils soient ici absents appuie le fait qu'il ne s'agit pas d'une résistance acquise, mais bien une résistance qu'il ne s'agisse pas d'une résistance plasmidique, mais d'une résistance ici chromosomique au bêta-lactamine. L'autre cas de figure pour les faux positifs, c'est l'hyperproduction de l'enzyme naturelle de Klebsiella pneumoniae qui s'appelle SHV. C'est le phénotype hyper-SHV. Donc, SHV, quand elle est hyperproduite, en fait, va affecter le diamètre d'inhibition à la ceftazidime avec l'apparition d'une faible image de synergie. Et là encore, une pipertazo qui va être très résistante. Donc, c'est un phénotype qu'on rencontre assez fréquemment, sur lequel certains automates sont capables de détecter et qu'on peut voir ici assez clairement grâce à cette synergie qui est très faible avec la ceftazidime bien affectée, comme pour Klebsiella oxytocave. Si vous n'avez pas de marqueur de résistance associé, ça appuie votre décision en faveur de l'absence de BLSE. Troisième cas de figure de faux positifs, c'est les entérobactéries hyperproductrices de pénicillinase acquise. Ici, un exemple avec Escherichia coli hyperproductrice de la pénicillinase OXA1, qui est une pénicillinase résistante aux inhibiteurs. Vous voyez une diminution du diamètre d'inhibition ici au céfotaxime avec l'apparition d'une synergie quasiment absente. Autre faux positif que l'on peut rencontrer, ce sont les entérobactéries qui sont naturellement productrices de bêta-lactamase apparentée au BLSE. Il y a plusieurs espèces qui sont concernées par ce phénomène-là, et tout d'abord Citrobacter farmeri et Citrobacter sedlaki. Ces deux entérobactéries qui sont rares mais peuvent être isolées chez des patients, se caractérisent à l'état sauvage par un phénotype qui s'apparente au phénotype hyperoxy, dans le sens où vous avez une diminution assez nette de la sensibilité, voire même une résistance à l'astréonable, avec des images de synergie faibles. Donc là encore, je me répète, les BLSE acquises plasmidiques ne sont pas des astréonamases, c'est soit des céfotaximases, soit des ceftazidimase, mais l'astréoname n'est jamais le substrat préférentiel. Et le deuxième élément sur cette souche-là, c'est en défaveur d'une BLSE, c'est l'absence de marqueurs de résistance associés. Je vous ai mis par comparaison ici cette même espèce productrice de la BLSE CTXM15. Vous voyez des résistances au C3G qui sont beaucoup plus marquées, des images de synergie qui sont très franches, et des marqueurs de résistance associés. Enfin, dernier cas de figure, c'est les entérobactéries productrices de bêta-lactamase apparentées au BLSE, céfotaximase. Donc celles-là, elles sont plus délicates à exclure comme produisant des BLSE. Il s'agit de Satrobacter amalonaticus, de Serratia fonticola, des Cluivera, Ascorbata, Georgiana et des Ranella. Donc, c'est des entérobactéries assez rares, mais qui peuvent être isolées ponctuellement dans des prélèvements cliniques et qui, naturellement, produisent une bêta-lactamase qui affecte le céfotaxime avec l'apparition d'une image de synergie qui est plus ou moins nette suivant les souches. Donc là, ce qui permet de faire la différence avec une BLSE, c'est très clairement l'absence de marqueurs associés. Sinon, seuls les tests moléculaires permettent de trancher. Alors, après les BLSE qui sont responsables de résistance aux céphalosporines de troisième génération, on a les céphalosporinases hyperproduites. Alors, cette hyperproduction des céphalosporinases peut faire suite à trois types de situations. On a tout d'abord les entérobactéries appartenant aux espèces du groupe 3 qui possèdent naturellement le gène codant une céphalosporinase
inductibles. Donc, dans ces souches, on peut avoir des mutations dans un gène AMPD qui va modifier le métabolisme des produits de recyclage du peptidoglycane. Et cette modification du métabolisme va entraîner une hyperexpression de l'enzyme AMPC. On parle de dérépression. Et ceci est particulièrement observé chez les cloaqués, chez Klebsiella aerogenes ou Citrobacter frundi. Pour coli, la situation est différente. Escherichia coli possède dans son génome le gène d'une céphalosporinase non inductible qui est associé à un promoteur inactif. Ce qui fait que la céphalosporinase est peu ou pas produite à l'état sauvage. Mais suite à des mutations dans la zone promotrice, ce promoteur peut devenir actif et vous pouvez imaginer tous les niveaux d'expression entre une souche n'exprimant pas sa céphalosporinase et l'exprimant à très haut niveau en fonction du nombre et de la nature des mutations qui sont présentes. Enfin, le dernier cas de figure qui concerne toutes les entérobactéries, c'est l'hyperexpression, l'hyperproduction d'une céphalosporinase faisant suite à l'acquisition d'un gène plasmidique codant une céphalosporinase. Les deux principales céphalosporinases plasmidiques sont CMY et DHA, qui proviennent toutes deux du chromosome de Citrobacter frundi et de Morganella morgani respectivement. Alors, ces céphalosporinases plasmidiques ont en fait un potentiel épidémique voisin de celui des BLSE. Actuellement, il n'y a aucune règle aucune recommandation qui vise à les détecter spécifiquement. Elles sont actuellement considérées comme négligées, faute finalement d'outils permettant de les détecter simplement. Alors que ce soit ces AMPC naturelles hyperproduites ou ces AMPC plasmidiques acquises, elles vont conférer une résistance à l'ensemble des pénicillines et leurs associations avec inhibiteurs, aux céphalosporines de première, deuxième génération, aux céfamycines, au C3G, au monobactam. Par contre, la plupart du temps, elles restent peu ou pas actives sur le céfépime et les carbapénèmes. Alors, la détection repose, comme pour les BLSE, sur la détection d'une résistance à au moins une céphalosporine de troisième génération, mais avec un test de synergie négatif. Les éléments présomptifs d'orientation vers la présence d'une céphalosporinase hyperproduite sont une diminution de la résistance en présence de la cloxaciline, qui est un inhibiteur de céphalosporinase, la présence d'une sensibilité au céfépime, l'absence de récupération avec le clavulanate et le fait que les céfamycines soient affectées. Alors ici, des photos d'antibiogramme avec une souche de Klebsiella aerogenes sauvage. Vous voyez une résistance aux céphalosporines de première génération, l'amoxicilline, la ploxicine plus clavulanate. Ici, une résistance au CDAG avec la céfoxytine plus touchée que la céfuroxime pour cette espèce-là. Quand cette céphalosporinase est déréprimée et hyperproduite, vous obtenez ce phénotype de résistance où toutes les pénicillines sont touchées, les céphalosporines de première génération, deuxième génération et troisième génération restent finalement actives. Le céfépime, la céphalosporine de quatrième génération, et les carbapénèmes, ici l'imipénème. Autre point intéressant pour détecter plus spécifiquement une céphalosporinase hyperproduite, c'est le test à la cloxaciline qui consiste à faire l'antibiogramme en présence et en absence de cloxaciline. Vous voyez ici des souches présentant une céphalosporinase naturelle hyperproduite chez Klebsiella oxytoca, chez coli, et des céphalosporinases plasmidiques chez Klebsiella pneumoniae avec CMY et DHA1. Pour toutes ces souches, vous voyez une résistance très marquée aux céphalosporines de troisième génération, céfotaxime et ceftazidime, une absence de synergie au voisinage des disques contenant du clavulanate. Par contre, en présence de cloxaciline, vous voyez une récupération de sensibilité sur une large gamme de molécules. Ça, c'est assez caractéristique de la présence d'une céphalosporinase hyperproduite. Enfin, pour finir, avec la résistance aux céphalosporines de troisième génération, cette résistance aux céphalosporines de troisième génération médiée
par les céphalosporinases hyperproduites ou les BLSE peut s'associer à un phénotype d'imperméabilité qui va alors conférer une résistance au carbapénème et en fait à toutes les bêta-lactamines. Ici, vous avez le phénotype d'une BLSE plus imperméabilité. Vous voyez que les céfamycines comme la céfoxytine ou la thémocyline ne sont plus actives. Puis apparaît également en parallèle une résistance à l'ertapénème, éventuellement à l'imipénème ou méropénème. Quand il s'agit d'une hypercase plus imperméabilité, vous avez une diminution parallèle de la sensibilité au céfépime et à l'ertapénème et éventuellement à l'imipénème et au méropénème. Et parfois, vous avez les deux associés, un céphalosporinase hyperproduite plus BLSE plus imperméabilité. Alors, comment différencier ces deux types de mécanismes? Ça découle de ce qu'on a vu précédemment. Donc, pour ces souches, vous avez une résistance à au moins une céphalosporine de troisième génération, céphotaxine ici, ceftazidime. Vous avez pour cette souche-là une diminution de sensibilité à l'ertapénème, qui doit être I ici. La résistance est moins évidente ici à l'imipénème. Sur cette souche, la résistance est plus forte au carbapénème. Donc, dans le cas de la céphalosporinase hyperproduite, au voisinage du disque contenant du clavulanate, ici, vous n'observez aucune synergie qui peuvent se deviner ici sur la souche produisant une BLSE. Et en présence de cloxaciline, pour la première souche, vous avez une récupération ici totale de la sensibilité à l'ertapénème et à l'imipénème, alors que pour la souche productrice de BLSE, vous n'avez pas de récupération, mais une persistance des images de synergie. Voilà, en conclusion donc de cette présentation sur la résistance au C3G, initialement cantonnée dans les entérobactéries nosocomiales responsables d'infections dans les unités de soins intensifs des hôpitaux. Elles sont actuellement sorties de ces unités de soins intensifs et sont largement répandues dans la communauté, particulièrement dans le secteur médico-social. C'est des mécanismes de résistance qui sont importants parce que, comme on vient de le voir, ils peuvent conduire à une tautorésistance aux bêta-lactamines et la multirésistance de ces souches est souvent bien supérieure à celle qu'on observe dans les souches productrices de carbapénémase. Ça justifie donc une surveillance de la diffusion de ces mécanismes de résistance et ça passe par la caractérisation génomique des souches et de leur support génétique, qui est une des missions du CNR. Et donc, je vous encourage à ne pas hésiter à nous envoyer les souches résistantes au C3G au CNR devant toute situation d'épidémie potentielle sur des isolats résistants au C3G et devant toute souche résistante au carbapénème, qu'elle soit productrice de carbapénémase ou pas, avec les différents sites qui sont ici concernés pour les envois de souches. Pour les carbapénémases négatifs, c'est le site de Clermont-Ferrand. Pour celles qui sont positives, c'est pour le site du Kremlin-Bicêtre. Voilà, et je voulais, pour finir, vous relater le début de notre étude de la résistance au C3G en ville et en secteur médico-social. C'est un travail qu'on a initié en 2019-2020 avec une collecte de souches qui s'est faite en France métropolitaine sur 6 mois grâce à 25 laboratoires privés volontaires du réseau Medcal, et je leur remercie d'avoir participé à cette étude. On a fait une collecte de souches qui était représentative des densités de population régionales et on a collecté 200 Klebsiella pneumoniae et 300 colis non redondants en incluant 2 tiers d'isolats résistants et 1 tiers d'isolats sensibles. On a réalisé derrière au niveau du CNR les antibiogrammes et identification par spectro de masse qui ont montré une bonne qualité des souches qui nous avaient été transmises. Et dernière, on a fait un séquençage complet du génome de ces souches-là avec la technologie Illumina. Alors, je ne vais pas vous présenter l'ensemble des résultats en détail, ça aurait pris trop de temps, mais ce qui émerge des résultats actuellement, c'est que pour ce qui est des Klebsiella pneumoniae résistantes au C3G, on observe une diffusion de lignées bactériennes porteuses de la multirésistance, donc quelque part une diffusion clonale de ces souches pour Klebsiella pneumoniae. Chez coli, la diffusion est moins clonale et semble reposer plus sur la diffusion de plasmides de multirésistance. Quand on regarde ensuite la nature des mécanismes de résistance mis en jeu, finalement, on retrouve à peu près la même chose qu'en secteur hospitalier. Vous avez ici le détail pour coli, Klebsiella en ville et en secteur médico-social. On voit une large prédominance de la BLSE CTXM15, avec chez coli en plus une large part de la BLSE CTXM27.
On voit finalement assez peu de différence entre la ville et le secteur médico-social en termes de nature de résistance. Par contre, ces résistances étaient beaucoup plus fréquentes dans le secteur médico-social. Et on a observé également des différences liées au sexe et à l'âge, avec notamment une association, enfin un enrichissement dans les souches résistantes, un enrichissement du sexe, enfin des hommes âgés portant des Klebsiella pneumoniae. Donc, les Klebsiella pneumoniae BLSE étaient plus particulièrement associés à l'homme âgé en secteur médico-social. Voilà. On a observé également de façon intéressante des disparités territoriales, avec notamment une surreprésentation de la céphalosporinase plasmidique DHA1 chez Klebsiella pneumoniae E. coli dans la région Nouvelle-Aquitaine, ou encore une surreprésentation de la BLSE CTXM1 dans la région Centre-Val de Loire, qui par contre était étrangement qui était plutôt épargnée par CTXM15. Voilà. Et on a pu donc caractériser au final des mécanismes et des souches émergents, notamment la céphalosporinase plasmidique DHA1, qu'on n'attendait pas en quantité aussi importante. Même si ce n'était pas notre cible, on a également détecté des carbapénémases, y compris chez les patients de ville, avec OXA48, OXA244, des NDM. Autre mécanisme non attendu, des méthylases de l'ARN16S, qui sont des enzymes qui vont conférer une résistance à très haut niveau à l'ensemble des aminosides utilisés en France, avec le gène ARMA et RMTB1. Et enfin, on a également caractérisé des Klebsiella pneumoniae qui présentaient un génotype compatible avec des Klebsiella pneumoniae hypervirulentes. Donc, vous savez que chez Klebsiella pneumoniae, il y a deux types de souches. Vous avez majoritairement des souches responsables d'infections nosocomiales peu virulentes mais très résistantes, et des souches de Klebsiella pneumoniae qui sont plus rarement résistantes mais hyper virulentes et capables de donner des infections systémiques chez le patient non immunodéprimé. Donc, tous ces chiffres et ces tendances, on souhaite les confirmer par un suivi sur plusieurs années. Et je vous encourage à participer à l'étude qu'on est en train de lancer actuellement. Vous avez dû recevoir des mails de sollicitation à ce sujet. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Olivier, je te rends la parole. Merci Richard, merci beaucoup pour ce panorama très complet, très précis des résistances C3G chez les entérobactéries. J'ai quelques questions sur le chat. Donc, tu as un peu répondu à la première. Je la repose quand même. C'était quel intérêt de distinguer les BLSE des autres mécanismes de résistance touchant les BMR. Alors, je pense que la question, ça veut dire en ville, parce que c'est vrai que finalement, à l'hôpital, on ne se pose pas trop les questions avec le problème d'épidémie qu'il peut y avoir autour des BLSE. À l'hôpital, en ville, est-ce que finalement, on peut se dire que Alors, quel serait donc finalement l'intérêt de distinguer les céphalosporinaires hyperproduites des BLSE en ville? Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse à cela. Le premier, c'est finalement ce qu'il ne faut pas. Enfin, on n'a pas besoin de savoir si c'est une BLSE ou une céphalosporinase hyperproduite pour rendre le résultat au patient. Mais dans notre activité de microbiologie, on a deux dimensions. Il y a une dimension individuelle pour le patient, mais il y a également une dimension collective et épidémiologique. Et je pense qu'il est important que tout un chacun connaisse l'épidémiologie des entérobactéries qu'il a dans son secteur d'activité et de savoir finalement quelles sont la nature des mécanismes de résistance qui diffusent au sein des souches dont il rend les résultats aux patients. Ça permet d'une part de comprendre ce que l'on rend, d'autre part d'éviter les erreurs et de repérer les phénomènes anormaux. Et on n'est pas finalement, on ne peut pas exclure la présence de phénomènes épidémiques nouveaux, y compris en ville. Et je pense que la façon de faire pour bien repérer ce type de situation, c'est également d'aller un petit peu au fond des choses en termes de mécanismes de résistance pour être finalement aux aguets de phénomènes nouveaux et de ne pas hésiter, nous, les signaler au niveau du CNR.
Merci Richard pour cette précision. Alors, il y a finalement, tu pointais du doigt les DHA et les CMYREG, par exemple, hein, qui peuvent poser un problème épidémique. Et tu disais, en fait, c'est faute d'outils, finalement, faute d'outils pour les détecter, enfin, pour les identifier, on va dire, qu'on les laisse un peu de côté, c'est ça? Voilà, alors c'est vrai que ces céphalosporinas plasmidiques, hein, très clairement peuvent donner des épidémies dans les institutions de soins. À l'image de ce qu'on voit avec les BLSE. Et actuellement, il n'y a aucune recommandation pour les détecter spécifiquement, tout simplement parce que c'est vraiment pas facile d'un point de vue phénotypique, notamment quand ces céphalosporinas plasmiques sont présentes chez coli. Ou encore chez les entérobactéries du groupe 3, comme les entérobactères cloaquées, toutes les souches qui produisent naturellement des céphalosporinas. Par contre, c'est plus facile à repérer chez Klebsiella pneumoniae, qui a un fort potentiel épidémique. Et donc, je pense qu'il est intéressant quand même de repérer ces souches-là, notamment chez Klebsiella pneumoniae, pour éventuellement prévenir un problème épidémique à venir et le signaler dans les institutions de soins ou les secteurs médico-sociaux dont on a la charge. D'accord. Donc, c'est à surveiller du coup au niveau régional, par exemple. Oui, tout à fait. Donc, nous, on a été très surpris d'en voir autant et surtout de voir finalement une surreprésentation dans une des régions françaises. On voudrait vérifier ce point-là avec l'étude qui est en cours, en incluant plusieurs laboratoires, la région Nouvelle-Aquitaine, pour voir si c'est une tendance qui se confirme. Parce que voilà, c'est des mécanismes qu'on souhaiterait quand même éviter de voir se répandre trop largement. Oui, c'était finalement la petite surprise, hein, de l'étude qui a été faite en 2019, hein, avec les laboratoires participants au réseau. D'où l'intérêt de participer aussi, hein. C'est vrai que ça peut être motivant s'il y a des gens, si ce soir il y a des biologistes qui n'ont pas encore répondu positivement et qui seraient intéressés pour participer. C'est vraiment, on voit là que finalement, hein, il y a aussi des choses à sortir en ville, hein. C'est pas qu'à l'hôpital que les choses se passent en fait. Moi, j'ai été personnellement très surpris de la nature, hein, des mécanismes, la diversité des mécanismes qu'on retrouvait finalement en ville, parce que la situation est finalement très proche de celle qu'on observe dans le secteur médico-social et donc finalement l'hôpital. Finalement, on a les mêmes mécanismes, mais peut-être juste dans une prévalence qui est moindre, ils sont présents. Et donc ça, c'est quelque chose quand même d'intéressant à connaître pour la mise en place des stratégies de prévention en termes de santé publique, pour Santé publique France notamment, d'avoir ces informations-là. Et donc, même si on a des éléments avec la première étude, on voudrait aller un petit peu plus loin et faire un suivi pour essayer de voir quelle est la dynamique finalement de ces phénomènes. Est-ce que c'est quelque chose qui est en expansion? Est-ce que c'est quelque chose de stable? On a besoin quand même d'avoir des réponses sur ces choses-là. Donc on incite tout le monde à participer et puis on va relancer encore. Voilà, on va relancer, puis voilà, on va peut-être appeler un certain nombre d'entre vous au téléphone directement pour essayer de compléter. On a déjà une vingtaine de laboratoires, hein, qui participent et je les en remercie d'avoir accepté de participer. On voudrait avoir, si possible, au moins 3 laboratoires par région pour essayer de limiter l'effet centre dans notre étude. Okay. J'avais une question autour de Daphnia alvei. Oui. Une personne qui nous demande en fait qu'elle constatait souvent des phénotypes avec une résistance à la taso, avec une TICAR sensible. Est-ce que ça te parle et comment tu expliques ce… Oui, donc c'est quelque chose qu'on peut observer avec différentes entérobactéries, notamment Daphnia alvei. C'est lié au spectre d'activité de la céphalosporinase de cette souche, hein, qui va toucher un petit peu plus la pipère que la TICAR. Et avec la nouvelle norme européenne d'antibiogramme, cet effet se renforce et on voit un peu plus de résistance à la pipère qu'à la TICAR. Et c'est lié à la nature de la céphalosporinase de cette espèce, la céphalosporinase naturelle. Et est-ce que il y avait une question gigogne dans la question. Du coup, est-ce que si on détecte une hypercéphalosporinase, une céphalosporinase hyperproduite chez Daphnia alvei, est-ce qu'il faut aller jusqu'à surinterpréter la taso si jamais elle n'est pas R?
Alors, moi, j'aurais tendance. Alors, à ma connaissance, il y a pas de recommandation dans ce sens-là. Mais si le diamètre est réduit nettement, j'aurais tendance à mettre un intermédiaire, hein, ou du coup une sensibilité, mais à forte posologie. Alors, c'est vrai que ça peut peut-être aussi dépendre du type de l'infection, si c'est une bactériémie, tout ça, on sera Oui. peut-être un peu plus frileux à rendre sensible dans ces cas-là. Oui, je pense que sur une infection urinaire, la situation est très différente que dans le cadre par exemple, d'une infection abdominale ou ce type d'infection, où on va avoir une charge bactérienne beaucoup plus importante, des phénomènes de diffusion antibiotique qui vont être beaucoup plus limités. Et je pense on peut orienter le clinicien vers d'autres familles d'antibiotiques. Ouais. Même si on répète, il n'y a pas de recommandation là-dessus. C'est vrai que ça, en fait. Mais il n'y a pas de recommandation actuellement là-dessus. Je pense que l'information peut passer par le diagnostic, le dialogue clinico-biologique. J'avais moi j'avais une notion, mais je ne sais pas si elle est juste, sur les hyperoxys et la ceftazidime. J'avais une notion que la ceftazidime était peut-être un moins bon substrat pour les hyperoxys et qu'on n'avait pas forcément les images de synergie, que ça pouvait nous orienter. Tout à fait. Les hyperoxys vont toucher donc l'astréoname en premier. On peut parler d'astréonamase. On peut avoir également le céfotaxime qui est réduit avec une image de synergie et le diamètre à la ceftazidime est bien conservé la plupart du temps. Et on n'a pas de synergie avec la ceftazidime. Ça, c'est un élément effectivement qui peut orienter vers le phénotype hyperoxy. Il y a de rares cas, je crois 2 cas décrits dans le monde où on observe l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a la ceftazidime qui est plus touchée que ce céfotaxime. Autant dire qu'on peut dire que ça n'existe quasiment pas. Ok. Et puis, alors je vérifie, mais je crois qu'on va avoir presque éclusé les questions. Pour les SHV, en fait, les SHV1, c'est une enzyme qui vient des Klebsiella pneumoniae à la base, c'est ça? Oui, donc SHV1 est une enzyme qui est naturellement présente dans le chromosome de Klebsiella pneumoniae. Et cette enzyme peut être hyperproduite suite à la modification du promoteur chez Klebsiella pneumoniae. Elle peut également passer sur des plasmides et être observée en position plasmidique, par exemple chez un coli. Et ce gène SHV1 peut muter et acquérir des mutations BLSE et se transformer à ce moment-là en bêta-lactamase à spectre étendu, à l'image de ce qu'on a vu pour TEM. Il existe, suivant la nature de ces mutations, on peut avoir des BLSE SHV ceftazidimase ou ayant une activité à moindre niveau sur les 2 substrats, céfotaxime et ceftazidime. Et SHV1, à l'origine, elle est chromosomique, elle est dans le chromosome de Klebsiella pneumoniae. Ok. Et du coup, quand on la retrouve chez les colis, c'est considéré comme une pénicilline adakis ou ça devient une BLSE? Alors, quand elle est plasmidique et qu'elle est chez coli, elle est très difficile à distinguer d'une BLSE et la plupart du temps, elle va être rendue BLSE avec les tests que l'on a. Je ne pense pas qu'on puisse considérer ça comme une erreur puisque finalement, elle est en position plasmidique comme une BLSE. Elle est, en étant en position plasmidique, le gène va être en multicopie dans la souche et donc va être exprimé à haut niveau comme une BLSE. Et donc, finalement, la considérer comme une BLSE est finalement une moindre erreur, je dirais. Ce potentiel épidémique est potentiellement là. Seuls les tests moléculaires permettront de faire la distinction claire. Ce qu'on peut difficilement mettre en œuvre actuellement avec les outils qui sont disponibles, étant donné la diversité des bêta-lactamases à spectre étendu. On est beaucoup plus à l'aise sur les carbapénémases où il y a une diversité qui est beaucoup moindre. Donc, dans ce domaine-là, on peut assez facilement mettre en place des tests de détection spécifiques, que ce soit anticorps ou avec des tests moléculaires. Pour les BLSE, c'est beaucoup plus délicat parce qu'il y a une diversité qui est beaucoup plus large. D'accord. Écoute, merci beaucoup Richard pour ce webinaire. Je te remercie au nom de l'équipe Primo. On
on est très content de ce partenariat avec vous à chaque fois. Nous aussi, hein, et je tiens à le dire, Santé publique France, donc qui est l'institut en charge de la santé publique, elle est maintenant bien connue avec le Covid, est très attentif à la situation qui se passe en ville aux problématiques de résistance aux antibiotiques. Et nous, on est également très contents de ce partenariat et très ouverts à aider le secteur de ville dans ce domaine de la résistance aux antibiotiques, dans la mesure de nos moyens, au travers soit de ces webinaires, d'études ou de réponses aux questions. N'hésitez pas à contacter le CNR si vous avez des moindres doutes. Oui, on peut même parfois vous envoyer des photos déjà pour savoir si ça vaut le coup de vous envoyer la souche ou pas. Enfin, c'est vrai que vous êtes souvent. Voilà, alors on est toujours plus à l'aise avec la souche qu'avec une photo, ouais. mais on essaye de faire plus vite avec la souche. Ça permet des fois de faire une réponse des fois partielle, mais rapide. Ouais. Bon, du coup, on retient. Il ne faut pas hésiter à vous envoyer les souches. Hein, c'est pas parce qu'on est à l'hôpital, un laboratoire de ville qu'il faut se brimer. Et puis, il faut aussi participer à cette future étude là, parce que cette étude qui va bientôt commencer là, parce que on en sort des choses très intéressantes. Merci beaucoup, Richard. Merci à vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes biologiste, que vous avez regardé ce webinaire et que vous souhaitez participer à la surveillance. Hein, on sera heureux de vous accueillir parmi les laboratoires participants. Je remercie Sonia Thibault qui a parfaitement tenu le chat et qui a relayé les questions, de même que Jean-Paul Alves pour la technique. Et je vous donne rendez-vous en 2022 pour un prochain webinaire. Et n'hésitez pas, par exemple, à nous faire connaître les sujets qui vous intéresseraient. On sera toujours à l'écoute de vos demandes. Merci beaucoup et au revoir à tous. Merci, au revoir.